Ceci est un livre audio autogénéré par Google. MeteLV présente OVNI. Les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone. De Egon Kragel. Le 26 juillet 2023, David Charles Grush, ex-officier du renseignement, déclare sous serment devant les membres de la Chambre des représentants que le gouvernement américain possède depuis longtemps plusieurs vaisseaux d'origine non humaine issus de crash, ainsi que les restes de leurs équipages, également non humains. Cette révélation fait la une des médias internationaux. Conteur hors pair, Egon Kragel revisite 56 rencontres avec des extraterrestres qui défient le Pentagone et le FBI. Dans un livre rigoureux et bourré d'anecdotes, l'auteur s'appuie sur les archives inédites et des articles de presse pour analyser les contacts réels entre humains et non humains qui ont eu lieu entre les années 50 et aujourd'hui. Aucun lecteur ne sortira indemne de ce nouveau pavé lancé dans la mare des incertitudes officielles. Egon Kragel, ufologue reconnu, a écrit OVNI, enquête sur un secret d'État, cherche midi et OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas et OVNI, sommes-nous en danger, Max Milo. Des notes et des illustrations sont disponibles sur les éditions papier et électroniques du livre. Préface. En guise d'hommage. Une journée d'hiver, aux fraîches couleurs de pluie, le romancier, conteur et sorcier Claude Seignol me confiait avoir manipulé, au cours d'une vie de prospection, des vipères en pensant qu'il s'agissait de couleuvres. Ma curiosité exigeait que j'aille profondément au cœur de tous les secrets qui me frôlaient, me glissa-t-il d'un ton faussement badin. Je le revois dans l'enchantement baroque de son logis de Châtenay-Malabry, m'expliquant l'urgence de récolter, de fouiller, d'interroger les faits divers maudits, trop souvent dédaignés, et d'en extraire leur nectar, leur force vive et parfois suffocante. Je n'ai cessé depuis lors de suivre ses conseils. Et si d'aventure, au cours de mes recherches, fatigue ou indécision m'envahissent, de penser à lui me vient de la douceur. Une actualité, OVNI chargée. Après des années d'esquive et de silence embarrassant, les ovnis sont désormais partout. À petits pas, chaussés de feutre, ils ont d'une volte inattendue quitté le domaine du paranormal. Ce casier foutraque où l'on range pêle-mêle ce qui n'est pas censé exister. Pour mieux en saisir toute la saveur, osons une brève chronologie de cette échappée belle. 16 décembre 2017, le quotidien New York Times balance un article rédigé par les journalistes Helen Cooper, Ralph Blumenthal et Leslie Kean. On y apprend que, entre 2007 et 2012, le Pentagone a enquêté de façon occulte sur les UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, autrement dit les OVNI. Ce programme secret, doté d'un budget de 22 millions de dollars, fut dirigé par un responsable du renseignement militaire, Luis Elizondo, au 5e étage de l'annexe C du Pentagone. Le dit programme, baptisé AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Programme, ou Programme d'identification des menaces aérospatiales avancées, a été largement financé à la demande de l'ancien sénateur démocrate du Nevada, Harry Reid, alors chef de file de la majorité au Sénat. Dans la foulée, le quotidien publie 3 vidéos censées être tournées entre 2004 et 2015 par des pilotes militaires assermentés. Ces documents, en noir et blanc, répondent aux doux noms de FLIR, GOFAST et GIMBAL. On y aperçoit de drôles d'objets défiant nos lois de gravitation et traqués par des caméras infrarouges à bord de jets de la Navy. Ces enregistrements font alors l'objet de spéculations fiévreuses de la part de passionnés d'OVNI qui ne cessent de s'interroger. Vrai ou faux? 27 avril 2020, sur son site officiel défense.gov, le Pentagone reconnaît l'authenticité de ces 3 vidéos et autorise leur diffusion. Statement by the Department of Defense on the release of historical Navy videos. De quoi sourire. Elles étaient virales et circulaient sur le net depuis 2017. 17 mai 2021, l'ex-président Barack Obama, invité sur CBS, confie. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont. Nous n'arrivons pas à expliquer leur trajectoire et la façon dont ils se déplacent. 25 juin 2021. Ces révélations en rafale suscitent une grande agitation dans les couloirs du pouvoir à Washington.
Pour donner suite à une demande nourrie du Sénat, l'ODNI, le bureau du directeur du renseignement national, remet alors un rapport préliminaire de 9 pages reconnaissant la réalité du phénomène. Ce rapport, intitulé Preliminary Assessment, Unidentified Aerial Phenomena, est avant tout destiné aux responsables de l'armée américaine, terre, air et mer. Les experts militaires et ceux du renseignement se sont basés sur 144 cas répertoriés entre 2004 et 2021. Sur 80 de ces rencontres en plein ciel ont été confirmées par plusieurs moyens de détection, radar, matériel infrarouge et électro-optique. La plupart de ces incidents impliquent des objets physiques, physical objects, de nature inconnue, cela étant corroboré par les détecteurs en question. La majorité de ces phénomènes, nous dit-on, a interrompu des manœuvres ou des activités militaires. Les ovnis s'officialisent, un moment cardinal. Juin 2021, la NASA s'y met. Bill Nelson, ancien astronaute et actuel patron de l'agence spatiale, admet se pencher sérieusement sur le phénomène. Cela fait suite à une série d'étranges rencontres entre ces mystérieux objets et des pilotes militaires américains. Les commentaires du chef de la NASA ne font que renforcer le sérieux avec lequel la question des ovnis semble désormais prise à tous les niveaux de l'administration américaine. Octobre 2021. Le même Bill Nelson s'exprime devant un auditoire d'étudiants nord-américains de l'Université de Virginie. Il admet alors qu'il y a de fortes probabilités pour que la vie extraterrestre existe. Ce qui tranche de façon drastique avec les affirmations de Steve Jurczyk, son prédécesseur. C'est là, précise-t-il, une des raisons pour laquelle la NASA se propose d'examiner de très près le phénomène. 5 avril 2022. À la suite d'une demande du magazine britannique The Sun effectuée le 18 décembre 2017, la DIA, Defense Intelligence Agency, principal gestionnaire et producteur du renseignement militaire au service de la défense nationale, remet un étonnant rapport. Ce document de 1574 pages reconnaît l'existence du phénomène en précisant toutefois que certaines informations doivent rester en partie non divulguées, en raison de problèmes de protection et de confidentialité. L'une des annexes de ce rapport, datée du 11 mars 2010, s'intitule Anomaly Acute and Subacute Field Effect on Human Biological Tissue, effets de champs aigus et subaigus anormaux sur les tissus biologiques humains. Elle présente une base de données utile, qui énumère les effets physiologiques et biologiques subis par des personnes ayant été en contact avec un ovni. Il est question d'événements délétères tels que des enlèvements extraterrestres, des grossesses non expliquées, des rencontres de type sexuel, des expériences de télépathie et de téléportation. Pire, on y évoque des lésions cérébrales et nerveuses, des paralysies, des brûlures par rayonnement ainsi que des décès, le tout causé par une technologie avancée. Le mot d'ordre est lancé. L'OVNI, cet intrus de nature inconnue considéré jusque-là comme marginal et peu digne d'intérêt, se mue en grave préoccupation de sécurité nationale discutée par les législateurs, les experts du ciel et l'état-major des armées. 17 mai 2022. C'est la première fois depuis plus de 50 ans que le Congrès américain tient une audience publique consacrée aux ovnis. Durant cette session, Scott W. Bray, directeur adjoint du renseignement pour l'US Navy, avoue que l'état-major américain possède des dossiers non résolus sur 400 phénomènes aériens non identifiés. Questionné par le sous-comité contre-terrorisme, contre-espionnage et contre-prolifération, C3, de la Chambre des représentants présidée par le démocrate André Carson, Bray ajoute qu'un nombre toujours croissant d'objets mystérieux est signalé depuis le début des années 2000. Bray projette également une vidéo dans laquelle on aperçoit un ovni en forme de pyramide verte. Sa conclusion concernant ces objets à propulsion inconnue, les États-Unis ne sont pas au courant d'éventuels adversaires dotés de telles technologies. Mais en l'état actuel des recherches, aucun élément probant ne peut suggérer une origine extraterrestre du phénomène. Cette éventualité ne peut toutefois être rejetée. C'est donc officiel, la Navy se mouille. 9 juin 2022, la NASA annonce le lancement d'une enquête sur les ovnis dès l'automne 2022. Ce travail d'investigation est confié à d'éminents scientifiques et experts en aéronautique sur une période de 9 mois.
Traité indépendamment du Pentagone. Il devrait aboutir à la rédaction d'un rapport présenté au public. 20 juillet 2022, création de l'AARO, All Domain Anomaly Resolution Office, Bureau de résolution des anomalies tout domaine, une refonte améliorée de l'Airborne Object Identification and Management Synchronization Group ou AOIMSG, groupe de synchronisation d'identification et de gestion des objets aéroportés fondé en novembre 2021. L'AARO, cette agence gouvernementale américaine au sein du ministère de la Défense, est chargée d'enquêter sur le phénomène OVNI. Créé par le Congrès, ce bureau du Pentagone a également mission de collecter des informations sur les activités actuelles et passées du gouvernement fédéral concernant ces mystérieux objets volants. Kirsten Gillibrand, membre du Parti démocrate et sénatrice de l'État de New York, a largement aidé à sa fondation. Le Dr Sean M. Kirkpatrick, un physicien ayant mené une longue carrière dans la défense et le renseignement, est nommé directeur de l'AARO. Il relève de la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, et apporte plus de 2 décennies d'expérience ainsi qu'une expertise approfondie en matière d'intelligence scientifique et technique, en politique spatiale, en recherche et développement. Baptisé affectueusement Dr K par son équipe, Kirkpatrick est également professeur adjoint de physique à l'Université de Géorgie. 12 janvier 2023. Le Pentagone publie enfin son rapport très attendu sur les OVNI, intitulé 2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena, rapport annuel 2022 sur les phénomènes aériens non identifiés. Malgré le fait que l'intention première était de briser un cercle vicieux de secrets excessifs et de spéculation, on y apprend finalement peu de choses. Selon ce document textuel de 11 pages, 366 manifestations étranges ont été identifiées depuis la création de l'AARO, soit plus du double si on considère les données des 17 années passées. Certes, une bonne partie de ces observations ont été expliquées, ballons, drones, vols d'oiseaux, phénomènes météorologiques ou sacs plastiques. Néanmoins, 171 de ces entrées n'ont pu être identifiées et restent non caractérisées et non attribuées. On nous précise, tout de même, qu'il s'agit d'engins aux caractéristiques de vol et aux capacités de performance inhabituelles, nécessitant des analyses plus poussées. Ce rapport est publié en partie pour aider à déstigmatiser les observations d'OVNI et à améliorer la sécurité aérienne. Aucune des activités recensées, selon ces experts, ne pourrait être liée à une activité extraterrestre. 4 février 2023. Un ballon d'une 60aine de mètres, la taille de 3 bus, est abattu sur la côte de la Caroline du Sud par un chasseur F-22 Raptor utilisant un missile AIM-9X Sidewinder. Le général Glenn Van Erck, commandant officier général du NORAD, une organisation binationale américaine et canadienne dont la mission est d'assurer la surveillance et le contrôle de l'espace aérospatial de l'Amérique du Nord, déclare alors. Je classerais cela comme un type d'avion de ligne à réaction, peut-être un jet régional, avec un poids de plus de 2000 livres, 4400 kg. Ce ballon a traversé une grande partie du continent américain avant d'être abattu au-dessus de l'océan Atlantique, près de Myrtle Beach. Il volait entre 18 000 et 20 000 mètres d'altitude. Les médias de la planète parlent alors d'OVNI, même si certains suggèrent en coulisses qu'il s'agirait finalement d'un ballon espion chinois. 10 février 2023. À 12 000 mètres d'altitude, au-dessus de la baie de Prudhoe, le long de la côte nord de l'Alaska, un second objet céleste est abattu par un chasseur F-22 tirant un missile AIM-9X Sidewinder. Patrick Ryder, attaché de presse du Pentagone, déclare que l'objet de nature inconnue était gris, de la taille d'une petite voiture, et qu'il ne ressemblait pas au ballon de surveillance à haute altitude du week-end précédent. Un prétexte pour reparler un peu partout d'OVNI. 11 février 2023. Après avoir traversé la frontière de l'Alaska, un troisième objet est abattu dans le Yukon au Canada. La fusillade a lieu à environ 160 km de la frontière américaine. Selon Anita Anand, ministre canadienne de la Défense, l'engin était de taille plus réduite et cylindrique. Sur les ordres du Premier ministre Justin Trudeau, un chasseur F-22 a raison de l'intrus.
Les journalistes commencent à évoquer une épidémie d'ovnis. 12 février 2023, un quatrième objet est abattu au-dessus du lac Huron. Situé à 6000 mètres d'altitude, l'engin planait près de la partie orientale supérieure du Michigan. Il se présentait comme une structure octogonale avec des cordes suspendues, mais aucune charge utile discernable, a déclaré un haut responsable de l'administration Biden. Comme l'objet présentait une menace pour l'aviation civile, la présidence a ordonné qu'il soit intercepté par un chasseur F-16 équipé d'un missile AIM-9X Sidewinder. Tout le monde s'interroge, ovni ou non? Lors d'une conférence de presse, la journaliste du New York Times Ellen Cooper pose la question suivante. Concernant ces ballons, peut-on exclure une origine extraterrestre, et si oui, pourquoi? Le général Van Herk semble entretenir le mystère. Je n'exclus rien, lâche-t-il. À ce stade, nous continuons d'évaluer chaque menace ou menace potentielle inconnue qui s'approche d'Amérique du Nord pour tenter de l'identifier. Ce sont clairement des objets, mais je ne suis pas en mesure de catégoriser la façon dont ils restent en l'air. 16 février 2023, le président Joe Biden joue également l'ambiguïté. Il déclare « Nous ne savons pas encore exactement ce que sont ces objets, mais pour l'heure, rien ne suggère qu'ils soient liés au programme chinois d'espionnage par ballon ou à des activités de surveillance d'un quelconque autre pays. » Bilan, objet volant non identifié. 24 mai 2023, un cliché datant du 20 avril 2021 est posté sur le net et crée des remous. La photo en question montre un énorme et mystérieux objet qui aurait survolé, durant 10 minutes, le camp Wilson en Californie, la plus grande base d'entraînement du corps des marines nord-américains. On nous apprend que 50 soldats ont été témoins de l'incident et que 6 vidéos ont été tournées. L'objet, de forme triangulaire et équipé de 5 lumières rouges, avait l'envergure d'un bombardier furtif, ce qui représente à peu près la moitié de la longueur d'un terrain de football. L'un des soldats affirme qu'aucun des marines présents, malgré leur expérience militaire, n'a pu identifier cet engin, et que les hommes étaient totalement déconcertés. 31 mai 2023. Un panel d'experts dépêché par la NASA tient à Washington sa première réunion publique sur les ovnis. Cette équipe d'études indépendante est composée de 16 scientifiques et experts dans divers domaines. Astrobiologie, politique, sciences des données, océanographie, génétique ou sciences planétaires. Le tout est dirigé par l'astrophysicien David Spergel, président de la Simons Foundation de New York, une fondation qui finance des recherches en mathématiques et sciences fondamentales. Est également convié Scott Kelly, astronaute à la retraite de la NASA, ancien pilote de chasse, pilote d'essai et ex-capitaine de l'US Navy. Même si le but de ce colloque concerne principalement l'avenir et la nécessité de réfléchir à la façon d'étudier ces cas de façon rigoureuse, le Dr Sean Kirkpatrick, directeur de l'AARO, déclare « Nous apercevons des orbes métalliques partout dans le monde, et nous les voyons effectuer des manœuvres apparentes très intéressantes. » Avant de préciser qu'environ 2 à 5% de la base de données actuelle de l'AARO, qui compte près de 800 cas d'UAP, constitue un reliquat d'anomalies réelles et déconcertantes. Cette séance publique, d'une durée de 4 heures, est retransmise en direct sur Internet. Une fois de plus, les ovnis passent de théorie marginale du complot à un véritable problème de sécurité nationale. 5 juin 2023, David Charles Grush, ex-officier du renseignement durant 14 ans, quitte les coulisses du pouvoir pour devenir lanceur d'alerte. Âgé de 36 ans, Grush décide de s'exprimer dans un article publié par le média The Debrief. Il affirme alors que le gouvernement américain possède depuis longtemps plusieurs vaisseaux d'origine non humaine, issus de crashs, et dont on tenterait d'exploiter la technologie. Selon lui, ces informations ont été dissimulées depuis trop longtemps au Congrès, ainsi qu'au peuple américain. Cet ancien officier de guerre, décoré à la suite de ses missions en Afghanistan, possède un pédigré bluffant. Il a en effet occupé des postes de première importance, en tant qu'agent principal et agent technique au sein de la NGA. La National Geospatial Intelligence Agency, cette agence du département de la Défense des États-Unis qui a pour fonction de collecter, analyser
et diffuser le renseignement géospatial en utilisant l'imagerie satellite. Il a bénéficié pour cela d'une habilitation sécuritaire de très haut niveau, ayant accès à de nombreuses informations classées top secret. Grush a également occupé une fonction de stratège du renseignement avec de multiples responsabilités au sein du NRO, le National Reconnaissance Office, une des 17 agences de renseignement des États-Unis qui conçoit et pilote les satellites espions du gouvernement américain. Grush connaît bien le dossier des ovnis ou UAP. Il a en effet rédigé de nombreux mémoires sur ces phénomènes pour le Congrès alors qu'il était au gouvernement. Il a contribué à la rédaction de la loi sur l'autorisation de la défense nationale de 2023, National Defense Authorization Act of 2023, dirigée par les sénateurs Kirsten Gillibrand et Marco Rubio et promulguée par le président Biden en décembre 2022. Cette disposition stipule que toute personne disposant d'informations pertinentes sur les ovnis puisse informer le Congrès sans représailles, quels que soient les accords de non-divulgation antérieurs existants. En juillet 2021, Grush a déposé un grand nombre d'informations classifiées concernant le phénomène OVNI à l'inspecteur général du département de la Défense. À la suite de cela, il affirme avoir subi des représailles illégales et dépose plainte. Lors de ce dépôt de plainte, Grush est représenté par Charles McCullough III, premier inspecteur général de la communauté du renseignement. Les déclarations de Grush provoquent un véritable raz-de-marée. Sans surprise, les avis sont partagés. Certains n'y voient qu'ineptie et condamnent vertement la superfluité des propos, alors que d'autres soutiennent que l'homme ne peut agir à la légère, invoquant ses états de service et les risques qu'il encourt en cas de parjure. 8 juin 2023, Le Parisien quotidien français consacre sa couverture à David Grush en titrant « Cet homme relance le débat sur les ovnis ». Une interview exclusive du lanceur d'alerte est réalisée par le journaliste Gaël Lombard. 11 juin 2023, David Grush est interviewé par le journaliste d'investigation australien Ross Coulthard pour News Nation, une chaîne de télévision par abonnement. Il réitère ses propos, affirmant que des véhicules intacts et des fragments partiels d'origine exotique, produits d'une intelligence non humaine, d'origine extraterrestre ou inconnue, ont été récupérés depuis des décennies et jusqu'à nos jours, notamment par le gouvernement nord-américain. 18 juin 2023, Robert F. Kennedy Jr., candidat démocrate à la présidence, déclare sur la chaîne d'information et d'actualité The Hill TV Rising. « Si je venais à être élu, je déclassifierais et ouvrirais aux citoyens américains tous les dossiers consacrés aux ovnis et aux aliens. » 24 juillet 2023, Christopher Carl Mellon, ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement dans les administrations Clinton et George W. Bush, confie au journaliste Chris Cuomo de la chaîne News Nation. Les fonctionnaires du ministère de la Défense et d'anciens responsables des services du renseignement m'ont confié que nous avions récupéré une technologie qui n'avait pas vu le jour sur Terre. Faisant pression sur le Congrès depuis des années, Christopher Mellon étudie le dossier des UAP et exhorte gouvernantes et citoyens à se confronter à la réalité du phénomène. Il est également la source secrète qui a fourni les 3 vidéos d'OVNI rendues publiques par le New York Times en 2017. 26 juillet 2023, une audition qualifiée d'historique a lieu à Washington, dans le Rayburn House Office Building, intitulée « Phénomènes anormaux non identifiés ». Implications pour la sécurité nationale, la sécurité publique et la transparence gouvernementale. Une sous-commission de la Défense nationale, à la Chambre des représentants, auditionne 3 témoins sensibles sur le sujet des ovnis. David Grush, David Fravor et Ryan Graves sont entendus sous serment. Le peuple a besoin de connaître la vérité sur ce sujet, avait précédemment justifié le sénateur démocrate Jared Moskowitz. Grush, le lanceur d'alerte susnommé, confirme devant cette commission du Congrès que les autorités américaines ont récupéré un ovni, ainsi que les restes de son équipage, du matériel biologique non humain. Il ajoute qu'il existe un programme de rétro-ingénierie occulte, qui analyse ce matériel pour en tirer avantage, financé par des détournements de fonds. Il ne peut hélas fournir de preuves tangibles ou en parler en public,
car, affirme-t-il, ces informations restent classifiées. David Fravor, ex-pilote à la retraite, raconte sa rencontre en plein ciel, le 14 novembre 2004, au large de San Diego, États-Unis, avec un ovni de 12 mètres de long en forme de bonbon tic-tac. Pour lui, cet objet défiait toute explication logique et faisait preuve d'une manœuvrabilité inédite, incluant des accélérations à des vitesses supersoniques. J'aimerais dire, conclut-il, que l'objet avec lequel nous avons interagi en 2004 était nettement supérieur à tout ce que nous avions à l'époque, à tout ce que nous avons aujourd'hui, ou chercherons à développer dans les 10 prochaines années. Ryan Grave, ancien pilote de la Navy, rapporte un incident où un ovni, décrit comme un cube gris foncé à l'intérieur d'une sphère transparente, a frôlé un chasseur à moins de 15 mètres. Il précise que, lors d'entraînements militaires, ces rencontres étaient si fréquentes, quotidiennement durant 2 ans, entre 2014 et 2015, que les équipages des avions évoquaient régulièrement ces ovnis dans le cadre de leur briefing. Côté intervieweur, il faut attendre près de 2 heures pour que Nancy Mace, élue républicaine de Caroline du Sud, pose quelques questions pertinentes. 14 septembre 2023. L'équipe d'études de la NASA publie son premier rapport d'analyse tant attendu sur les ovnis. Lyle Nelson, administrateur de l'agence spatiale, déclare alors: le principal point à retenir de cette étude est qu'il y a encore beaucoup à apprendre. L'équipe d'études indépendante de la NASA n'a trouvé aucune preuve que les PAN, ou ovnis, ont une origine extraterrestre. En revanche, nous ignorons totalement ce qu'ils sont. L'agence déplore que ce sujet, qui passionne le public, soit injustement taxé de conspirationnisme ou de sensationnalisme et souhaite que la science s'en empare. Dans un rapport de 36 pages sobrement intitulé Unidentifié Anomalous Phenomena, Independent Study Team Report, Phénomènes anormaux non identifiés, rapport de l'équipe d'études indépendante, on apprend finalement peu de choses. Conjointement, le même jour, et concernant ce rapport, une conférence de presse est organisée au siège de l'agence à Washington. Nicola Fox, administratrice associée de la direction des missions scientifiques de la NASA, déclare qu'un nouveau directeur de recherche vient d'être élu. Mais, précise-t-elle, nous ne divulguerons pas son nom. Cependant, le soir même, dans un communiqué de presse mis à jour, l'agence révèle l'identité de ce nouveau directeur. Il s'agit de Mark McInerney, qui fut un temps agent de liaison entre la NASA et le ministère de la Défense concernant la question des UAP. L'homme a également occupé divers postes au Goddard Space Flight Center, établi dans le Maryland, centre de vol spatial de la NASA consacré à la recherche scientifique, à la National Oceanic and Atmospheric Administration, agence des États-Unis responsable de l'étude des océans et de l'atmosphère, et au National Hurricane Center, un centre de prévision météorologique situé en Floride. Les responsables de la NASA avouent finalement que la raison pour laquelle l'identité de McInerney a été initialement gardée secrète est le harcèlement subi, durant l'étude du phénomène, par plusieurs des 16 membres du panel indépendant, parmi lesquels des professeurs d'université, des responsables de l'industrie spatiale et un journaliste scientifique. Comme quoi, c'est officiel, malgré une prétendue décontraction, parler d'ovnis n'est pas sans risque. Des ovnis mais pas d'extraterrestres. Le bilan est donc sans appel. Pentagone, NASA, US Navy, AARO martèlent en chœur. Il y a bien des objets non identifiés dans nos cieux, mais en l'état de nos connaissances, rien qui ne semble d'origine exotique. On taxe alors David Grusch et ses partisans de désinformateurs ou de personnes mal informées. Rien de tout ça n'est vraiment sérieux, et n'a été notablement évoqué par le passé. Mais qu'en dit la chronique ufologique? Cette profuse base de données qui, au plus aventureux, révèle depuis des décennies les rares allégations de nos experts du moment. Pour en savoir davantage, il est urgent de se plonger dans les archives. Et, je le décide au cœur de mes recherches, d'en faire le sujet d'un nouvel opus. Un voyage non dénué de heurts. J'ai alors conscience, il est vrai, de proposer le livre le plus inconfortable, le plus embarrassant qui soit. Brandir, bravache, un catalogue d'entités non humaines peut sembler une expérience des plus hasardeuses. Les plus pragmatiques invoqueront les symptômes d'une dérive irraisonnable.
Les passionnés d'UAP dénonceront une énième tentative de brouiller la face tangible d'un phénomène, où chacun, au fond, se mire avec ses propres traits. Pourtant, c'est aux chroniques policières, aux unes des quotidiens que j'ai cueilli ces étonnants récits. Ce ne sont là que témoignages, blessures vécues, infligées au hasard de cette grande manufacture qu'est l'imprévu des hommes. Des milliers de témoins disent avoir aperçu, près d'ovnis posés au sol, un florilège de promeneurs célestes. Pur délire. Méprise collective? Fanfaronnade pour attirer l'attention? Avant d'y répondre, consultons les annales, interrogeons cette riche matière première qui, d'une lecture appliquée, permet l'avantage d'une plongée en soi-même. À la lecture de ces dossiers, nos premières réticences chancellent. Qu'importe les époques, les latitudes, des similitudes s'imposent et interpellent. Affleurent des constantes, des probabilités sérielles. Oublions pour ce faire nos préjugés qui entravent la marche. Nécessaire, comme l'écrivait Jules Vallès, de couper à travers champs au lieu de rester sur la grande route. Ces voies de traverse, je le crains, nous convient à un voyage non dénué de heurts, de turbulences. En 1967, l'enquêteur Charles Bowen notait avec raison. Depuis quelques années, il est de plus en plus évident que le véritable fond de notre problème concernant les ovnis est ce qu'on appelle les rapports de contact, si incroyables, si déconcertants, que la réaction instinctive des gens sains d'esprit est de s'en désintéresser totalement. Rien n'a changé. Un demi-siècle plus tard, rien n'a vraiment changé. Même si un rapport préliminaire de 9 pages, rédigé par les experts militaires du Pentagone, reconnaît la présence d'intrus célestes non identifiables, il est mal vu de conjecturer davantage. On admet, certes, quelques lumières fugaces, mais évoquer ces cas où de paisibles citoyens prétendent avoir entrevu des créatures descendues de soucoupes, livres et journaux en regorgent. Et vous n'obtiendrez que haussements d'épaules ou moue dubitative. Il est vrai que ces récits, tout de violence et de rugosité, ont de quoi déconcerter. Souffrée comme une mèche de canon, cette hypothèse de visiteurs aux formes improbables tire à boulet rouge sur nos rationalités et notre conviction d'être unique. Belluaire et pionnier. Ces hôtes de l'ombre et du mystère portent différents noms. Occupants, ufonautes, humanoïdes, aliens ou ovnis sapiens. Il faut attendre les années 1960 pour que de courageux pionniers osent affronter le problème. En 1962, Paul Thomas, pseudonyme de Paul Misraki, publie Les extraterrestres, plomb. En 1963, l'auteur et ufologue français Michel Carrouge rédige un ouvrage intitulé Les apparitions de Martiens, Fayard. En 1972, Jacques Vallée secoue un parterre de convaincus avec ses chroniques des apparitions extraterrestres de Noël. En 1973, David Webb dresse en 110 pages un riche catalogue d'apparitions d'ufonautes. 1973, une année d'humanoïdes. Un an plus tard, Charles Bowen propose En quête des humanoïdes, un ouvrage collectif réunissant des chercheurs internationaux, j'ai lu. La même année, René Fouéré propose un hors-série de la revue Phénomènes spatiaux, sobrement intitulé Les extraterrestres. En 1975, Charles Garreau et Raymond Lavier proposent un édifiant face aux extraterrestres, Jean-Pierre Delarge-Même. Un an plus tard, R. Jacques Perrin, pseudonyme de Roger Perrin-Jacquet, aborde le mystère des ovnis Select. Dès 1977, Henri Durant, pseudonyme de Didier Serre, signe les premières enquêtes sur les humanoïdes extraterrestres, Robert Laffont. La même année, Jean Ferguson enquête sur les humanoïdes. Les cerveaux qui dirigent les soucoupes volantes, le MEAC. 1978, René Paco publie chez Alain Lefebvre un passionnant « Ils ont rencontré des extraterrestres ». Suit en 1979, tout autant décisif, les apparitions d'humanoïdes d'Éric Zurcher, Alain Lefebvre. En 1995, plus d'une décennie plus tard, Marie-Thérèse de Brosse publie chez nous le livre fondateur sur le phénomène dit des abductions. Enquête sur les enlèvements extraterrestres, plomb. Il fallut à ces auteurs, semblables aux belluaires des arènes romaines, affronter d'autres fauves. Moquerie, arrogance, étouffement conformiste ou rationalisme à pied plat. Devons-nous alors, comme ces pragmatiques escortés de précautions rhétoriciennes, éluder une composante du phénomène? Je ne le pense pas. En fait de questionnement, l'évocation de ces cas comme potentiels principes éclairants ne devrait être ignorée.
Bien sûr, ces chroniques à la trame complexe, parfois fragmentée, ne peuvent que dérouter. Il n'y manque rien, épeurement, loufoquerie, sidération, vertige. Au fil des lignes, exaspérant l'étrangeté de ces reliefs, un univers singulier se profile, à la fois complexe et ambigu, oscillant sans cesse entre réel et irréel. Même si, transversal au récit proposé, le moteur narratif reste l'OVNI, l'hypothèse d'un bestiaire exogène fournit à l'ufologie une ombre dont elle est inévitablement doublée. La présence du phonaute surgit d'on ne sait où, espace, futur ou autre dimension, éclaire ces faits divers d'une lueur dérangeante, brouillant les temps et superposant les mondes. Au-delà de l'étrangeté, chose acquise, affleure la mélancolie d'un sentiment d'identité remis en compte. Que veut cette diaspora cosmique? Qui sont-ils? Et qui sommes-nous? N'est-ce pas là le premier indice d'existence tragique, touchant au rêve ou au cauchemar, où chancelle notre hégémonie nous laissant impuissants, sans autre point d'appui que nous-mêmes? Les lois de notre monde ont été établies sur des astres distants, certains aujourd'hui éteints, si loin de nous que nous n'en percevons qu'un écho. Tentons de tendre l'oreille. De plus, bouleversement radical, pour bien des scientifiques, l'état de vie n'est plus un privilège. Et notre biodiversité n'est plus née d'une conjonction de facteurs hasardeux et propices. Non, la vie serait banale et partout dans le cosmos, un état évolué de la matière inerte. Il n'est donc plus sacrilège, voire provocateur, de poser comme tare sur une telle balance, un poids d'existence extravagante et totalement inédite. Les voici donc à l'œuvre, ces ufonautes, à mi-hauteur de nos rêves les plus fous, et à mi-plongée de nos plus grandes terreurs. En voici quelques portraits, un échantillonnage qui chahute, et c'est jubilatoire, le petit sérail de nos illusions mesurables. Bien sûr, plus de zones d'ombre que d'éclaircissements sont ici proposées. Questionnement ou lecture du soir, chacun sa préférence. Il en reste néanmoins, une belle brassée d'histoire à pâlir la nuit. Chapitre I-OVNI de 1954. Soucoupes et petits humanoïdes. Une vague sans précédent. Qu'entend-on exactement par vague d'OVNI? Ce terme, lancé par l'officier américain Edward J. Ruppelt, dans son ouvrage The Report on Unidentified Flying Objects paru en 1956, se veut la traduction française du terme anglo-saxon flap. Il désigne une période où les observations d'objets volants mystérieux se multiplient. Un laps de temps où l'on note un accroissement de témoignages à l'intérieur d'un pays ou d'un territoire déterminé. Ces témoignages sont alors répercutés par la presse et les médias. Entre affolement et fascination, le temps d'un quadrille cosmique, on ne parle que de ça. Été 1947, les États-Unis connaissent un déferlement d'engins volants inconnus en forme de disque. Si bien qu'on baptise cette année-là l'ère des soucoupes volantes. Le reste du monde pense à tort que ce phénomène n'est qu'une toquade de plus de nos cousins américains. 7 ans plus tard, en 1954, la France a des préoccupations plus terre à terre. Déchirée entre deux conflits, elle met fin à la guerre d'Indochine et débute au mois d'août une guerre en Algérie qui à la fois l'éreinte et l'embarrasse. Ce même mois, on assiste, le cœur lourd, aux premières obsèques nationales accordées à une femme. La grande Colette, romancière inégalée, s'installe pour un dernier repos au Père-Lachaise. Et puis soudain, le ciel d'automne est le théâtre de manifestations aussi extraordinaires qu'incongrues. En quelques semaines, on aperçoit des soucoupes volantes partout. La presse se déchaîne. Les martiens s'invitent dans chaque foyer. Encore aujourd'hui, cette vague de l'année 1954 reste l'un des événements les plus marquants de l'ufologie française. Une véritable invasion. Durant les mois d'automne, un balai ininterrompu d'ovnis envahit les cieux de l'Hexagone. Au micro de France Inter, le vendredi 1er mars 1974, Claude Poher, ingénieur en aéronautique et en astronomie, précise. En 1954, nous avons eu jusqu'à 60 observations par jour. C'est dire. Et pour l'écrivain et ufologue Aimé Michel. Ces folles semaines de 1954 allaient lâcher leurs fantasmes sur l'Europe ahurie. Durant un trimestre automnal, les citoyens français, bouche bée, découvrent le phénomène des soucoupes volantes et des martiens. Septembre, octobre et novembre charrient leur lot de faits divers.
Il n'est pas une journée sans que la presse locale ou régionale ne rapporte une singulière observation. Un an auparavant, un rapport officiel et prétendument scientifique, émis par la commission Robertson, tenta de balayer définitivement l'imposture des ovnis. Ironie du sort, quelques mois plus tard, la réponse semble en contingent pugnace tomber des étoiles. Portrait d'une vague. En compulsant les rapports de l'automne 1954, on peut dégager les trois constantes suivantes. Les témoins observent des engins inconnus d'apparence métallique, type soucoupe, ainsi que leurs occupants. On parle alors de rencontres rapprochées du troisième type, ou RR3. Ces atterrissages avec vue d'au moins un passager, selon la classification de l'astrophysicien J. Allen Hynek. L'ufologue Jean Sider, qui dressa un minutieux inventaire, recense, entre septembre et décembre 1954, 101 cas de ces rencontres officiellement déclarées. Les personnages aperçus ou martiens sont de petite taille. Ils mesurent entre 1 mètre et 1,20 mètres. Ils portent des combinaisons ou des sortes de cuirasses. On parle alors de scaphandriers, de bonhommes Michelin ou d'éléphants sous cellophane. Peu hostiles, ils tentent parfois un geste amical envers les témoins épouvantés. Certains semblent se comporter de façon puérile, avec une insolence dépourvue de malice. La chronique rapporte également la présence du faunautre ressemblant à s'y méprendre à des humains normaux, mais se comportant de façon absurde et gauche. Le rire des médias. Voilà donc une vague sans précédent. La presse, qui en fait ses choux gras, est loin d'être magnanime. Le journaliste René Terrier, d'une plume sans aménité, note dans le Libertaire du 4 novembre 1954. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il existe pourtant des gens qui y croient. Comme à la Bible. Les soucoupes volantes ont toutefois un mérite. Grâce à elles, à la légende dont on les auréole, les cinglés sortent de leur coquille. Les soucoupes nous permettent de démasquer, d'identifier tout ce que notre douce France compte de tarés, d'hallucinés, de refoulés, de persécutés mentaux. Alors ils marchent tous en bloc, les pauvres piqués de province et d'ailleurs. Panique, lâcheté, angoisse, tous les réflexes poltrons se déchaînent. Sans pudeur. On cherche systématiquement à dénigrer les témoins. Premier responsable, l'alcoolisme. Ce ne sont là que divagations d'ivrognes. Pourtant, les observateurs sont issus de tout milieu et de toute classe sociale. Modestes ou nantis, paysans, médecins, ingénieurs, enseignants ou gendarmes rapportent la même chose. Mais qu'importe. Si l'on en croit les journalistes, la France entière souffrirait d'une ébriété aussi soudaine qu'endémique. Rien d'autre qu'une psychose. La science, qui se veut plus empirique, propose une seconde hypothèse. Le tome 138 du bulletin de l'Académie nationale de médecine, paru en 1954, rapporte les propos tenus par le docteur Georges Heuyer, professeur de psychiatrie infantile et expert auprès des tribunaux. Lors d'une séance tenue le 16 novembre de cette même année, le savant déclare : « Actuellement, nous assistons à la psychose collective des soucoupes volantes. Venues d'on ne sait où, d'une illusion ou d'une fausse interprétation, développées par les moyens immenses de diffusion que fournissent la presse et la TSF, elles se développent dans le monde entier. Suscitant des témoignages burlesques et abracadabrants, entraînant déjà chez les simples d'esprit la conviction d'un espionnage et peut-être l'agression des martiens, elles causent des peurs irraisonnées. Le mot est lancé, folie douce voire paranoïa. La France est devenue l'asile d'un groupe de patients totalement délirants. Plus d'éléphants roses, mais des névroses qui dans ce ciel d'automne prennent leur envol. Un festival d'absurdité. À la décharge du docteur Heuyer, il est vrai que ce ballet ininterrompu de soucoupes constitue bien souvent un festival d'absurdité, selon le terme d'Aimé Michel. L'enquêteur Jean Sider le résume en écrivant : « Voilà ce qui ressort de l'analyse des cas de rencontres rapprochées du troisième type, les plus intéressants pour tirer un enseignement. Il s'avère que l'ensemble consiste en un déploiement de situations aberrantes, fantaisistes, à la limite du burlesque. On a le très net sentiment d'avoir affaire à une troupe de comédiens émergeant d'un théâtre ambulant loufoque, désireux de donner une multitude de très courtes représentations où le clownesque domine, même si l'étrange s'y trouve étroitement imbriqué.
Car que penser de l'apparition de ces nains velus, ou autres humanoïdes inclassables, qui se comportent parfois comme de mauvais garnements? L'un vole des oignons dans le tablier d'une fermière. Un second dérobe une boîte d'allumettes à une pauvre ménagère. Un troisième arrache même le pantalon d'un industriel. Sans oublier ce groupe d'étranges créatures qui, selon Jean Sider, entamèrent une ronde infernale autour d'une jeune femme enceinte, laquelle fut tellement traumatisée qu'elle dut être hospitalisée et fit une fausse couche. On le voit, les témoignages abondent. Chaque département, chaque village a sa soucoupe et ses curieux visiteurs. Voici 4 affaires qui firent le tour du monde et me semblent particulièrement significatives. 1. Le cas Marius de Wilde. Date 10 septembre 1954. Lieu, passage à niveau numéro 79 sur la voie ferrée des Houillères, Carouble, dans le département du Nord, France. 2 êtres de petite taille. Notre témoin se nomme Marius Adolphe de Wilde. Cet ouvrier métallurgiste de 33 ans vit dans une maison de garde-barrière, à l'orée du bois de la Fontaine. On y accède par un chemin de terre à peine carrossable. Il y a là 2 voies ferrées. Sur la première, employée pour les mines, passe un unique train par jour. La seconde est empruntée par un train de marchandises matin et soir. C'est précisément sur cette seconde voie que va se produire l'impensable. 10 septembre, 22h30, la nuit est calme. Son épouse et son jeune fils étant couchés, seul Marius veille. Installé dans sa cuisine, il parcourt un article du journal La Voix du Nord concernant le naufrage du chalutier l'Abeille 4. Soudain, à l'extérieur, les aboiements de son chien Kiki attirent son attention. La bête hurle à la mort. Croyant à la présence d'un rôdeur, Marius se munit d'une lampe de poche et sort. Une fois dans le jardin, il aperçoit sur la voie ferrée, à moins de 6 mètres de la maison, une sorte de masse sombre. Il raconte. Je me suis dit, un paysan a dû dételer là sa charrette. Il faudra que j'avertisse les agents de la gare demain dès la première heure pour qu'ils l'enlèvent, sinon il y aura un accident. Cette masse sombre, de forme ovale, mesure environ 6 mètres de long sur 3 mètres de hauteur. Et voilà que Kiki redouble de cris. Marius précise. J'entendis sur ma droite un bruit de pas précipités. Il y a là un sentier que l'on appelle le sentier des contrebandiers, car ceux-ci l'empruntent parfois la nuit pour franchir la frontière franco-belge. Comme le chien se remet à aboyer dans cette direction, Marius allume sa lampe et la braque sur le sentier. Ce qu'il découvre le cloue sur place. J'ai vu 2 êtres, comme je n'en avais jamais vu, à 3 ou 4 mètres de moi, derrière la palissade qui me séparait d'eux. Ils marchaient l'un derrière l'autre en direction de la masse sombre posée sur les rails. L'être qui marche en tête se tourne brusquement. Et la lampe torche accroche, à l'endroit supposé du visage, un reflet de verre ou de métal. J'eus nettement l'impression qu'il avait la tête enfermée dans un casque de scaphandre. Les 2 humanoïdes étaient d'ailleurs vêtus de combinaisons analogues à celles des scaphandriers. Ils étaient de très petite taille, probablement moins d'1 mètre, mais extrêmement larges d'épaules. Notre témoin, de constitution athlétique, fond sur eux, histoire d'en capturer au moins un. Mais un rayon extrêmement puissant jaillit de la masse posée sur les rails et l'atteint. Marius veut crier. Impossible, il est paralysé. Je tentais de bouger, dira-t-il, mais mes jambes ne m'obéissaient plus. J'avais des picotements partout dans le corps, un peu comme des fourmis, ou un engourdissement agréable qui ne m'empêchait ni de voir ni d'entendre. J'ai cru que j'allais mourir. Mon cri est resté dans ma gorge. Notre témoin entend les 2 petits êtres courir sur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.